Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un point lecture de mes 4 dernières lectures. On va parler de Soufi mon amour de Elif Shafak, on va aussi parler de Novecento Pianiste de Alexandre Barrico et aussi de Purs Hommes de Mohamed Bourassar et de La fille de la supérette de Sayaka Murata. Du coup je pense que je vais mettre un chapitrage pour que tu puisses avancer en fonction du livre qui t'intéresse le plus. Mais sois-en sûr, cette vidéo ce n'est pas une vidéo pour te spoiler le livre, mais c'est pour te présenter les différentes réflexions que j'ai pu tirer de chacune de mes lectures et aussi te parler de ce que chaque livre a pu m'apporter en tant que lectrice. On va donc commencer par Soufi mon amour qui est mon livre préféré du mois de janvier. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et je te l'ai dit directement, ce n'est pas un livre qui m'a marqué par l'histoire, non. Mais il m'a plus marqué par ce qu'il m'a fait ressentir. Et clairement, pour ma part, j'ai dû refermer le livre à plusieurs reprises pour comprendre ce que l'autrice voulait dire par là, pour réfléchir sur certains thèmes qu'elle abordait, tellement que j'ai trouvé ce livre profond. Et d'autant plus que ce livre-là, je l'ai lu en lecture commune avec certaines copines d'Abidjan. Et on était censé parler du livre seulement pendant 1 heure. Mais on a parlé du livre pendant plus de 4 heures, si je me trompe pas, parce qu'on avait tellement de choses à dire de ce livre. On a essayé de détailler vraiment toutes les thématiques que je vais essayer aussi de résumer nos 4 heures de conversation ici. Dans Soufi mon amour, on va alors suivre Ella, qui est une femme de 40 ans, qui a une vie de famille plutôt rangée, et même beaucoup trop rangée même. Et elle se retrouve à travailler dans une maison d'édition où elle doit lire un manuscrit. Et ce manuscrit, ça va être l'histoire entre Rumi et Shams de Tabriz. Rumi, qui est un poète, un grand érudit de la religion musulmane, et il y a Shams de Tabriz qui arrive, qui est un derviche errant et un soufi aussi. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait qu'on arrive à lire 2 histoires, donc on alterne entre les 2 histoires. D'un côté, on aura l'histoire de la vie moderne d'Ella dans le présent, et de l'autre côté, on aura un récit beaucoup plus ancien, je pense que c'était au XIIIe siècle, dans les années 1240, entre Rumi et Shams. Et moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu dans ce livre-là, c'est quand Shams dit « Si tu es la même personne avant et après avoir aimé, c'est que tu n'as pas suffisamment aimé. » Et cette phrase-là, ça donne directement le ton du livre, ça donne directement la tournure que le livre va suivre par la suite. Parce que dans ce livre-là, effectivement, on va beaucoup parler d'amour. Et personnellement, c'est plutôt la partie historique que j'ai le plus aimé parce que l'histoire de la vie d'Ella, j'avoue que ça ne m'intéressait pas trop. Shams, c'est un personnage qui est très marquant dans le sens où c'est quelqu'un qui est complètement libre. C'est quelqu'un qui s'en fout de l'image extérieure qu'on peut laisser. Parce que pour lui, tout ce qui compte, c'est le changement intérieur. Tout ce qui compte, c'est comment on se guérit intérieurement. C'est ce qui fait que quand il va arriver dans la ville où se trouve Rumi, il va chercher à rencontrer des personnes qui sont en général des personnes qu'on juge. Donc on aura par exemple une partie où un ivrogne va parler, il va donner son point de vue aussi. On aura aussi une partie où une prostituée qui vit dans un bordel va aussi parler, donner son point de vue. Et dans ce livre-là, grâce à Shams, ces personnes-là deviennent des personnes qui ne sont plus des personnes à juger, mais qui sont des personnes qui méritent aussi d'être écoutées déjà et qui ont autant de valeur que les autres. Quand Shams arrive dans la vie de Rumi, il va bouleverser totalement sa vie. Donc sa vie de famille qu'il avait sera totalement bouleversée. On aura aussi des chapitres où ses enfants vont parler pour donner leurs impressions sur la relation qu'il y aura entre leur papa et puis Shams et Tabriz. On aura aussi quelques chapitres sur la femme de Rumi qui va aussi dire comment elle voit cette relation-là et comment ça impacte sa vie de couple. Et Shams, il va réussir à ramener Rumi à la vraie vie. Donc il va essayer de lui faire toucher du doigt la souffrance des gens parce que Rumi, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de faire des prêches. Mais il faisait juste des prêches, il enseignait, mais on va pas dire qu'il n'en savait rien, mais il n'était pas aussi proche de cette population qui souffre le plus, de cette population à qui il faisait des prêches. Une autre chose que j'ai aussi adoré, ce sont les règles de vie que Shams se donne ou qu'il a écrit. Et je pense qu'il y en a 40 en tout. Et nous, on a même eu une discussion sur le fait que il y a le chiffre 40 qui intervient beaucoup dans ce livre-là. On a par exemple les 40 règles de vie de Shams. On a aussi le fait que Ella a 40 ans. On a aussi le fait que quand Shams et Rumi se voient par exemple, ils vont faire 40 jours dans la maison ensemble sans sortir. Et donc ce chiffre 40-là, apparemment, c'est pas un hasard. On n'a pas réussi à trouver exactement pourquoi, mais si jamais tu as réussi à avoir une interprétation dessus, je serais ravie de le lire en commentaire. À travers ça, on voit comment Rumi va changer parce qu'il va passer du savant à l'homme spirituel. Et là aussi, on se demande, mais c'est quoi la spiritualité concrètement? Parce que Rumi, il était censé être quelqu'un de très spirituel. Mais apparemment, avec l'arrivée de Shams, lui, il voit, même nous aussi, on voit que c'était pas totalement ça. Il passe aussi du théoricien à quelqu'un qui ressent. Et cette transformation de la vie de Rumi, tu la ressens toi aussi en tant que lecteur. Franchement, c'est un roman hyper riche en réflexion parce qu'il parle d'amour, il parle de tolérance, il parle de compassion, il parle d'intuition et surtout du changement intérieur qui est beaucoup plus important que le changement, que l'aspect extérieur, surtout
en ce qui concerne les croyants. Et je pense que ce livre-là, c'est vraiment un livre qui ne se lit pas juste pour passer le temps. C'est un livre qui te demande, toi, en tant que lecteur, de méditer sur certains passages, de méditer sur toi-même tes propres croyances. Mais après, je t'avoue qu'au début, j'ai eu un peu de mal avec le changement de personnage parce que, comme je te le disais, il y a beaucoup de personnages qui ont la parole, il y a beaucoup de points de vue. C'est un peu compliqué de passer d'une histoire à une autre. Même si toutes ces histoires tournent, se dirigent un peu vers la même histoire qui est l'amitié entre Rumi et Shams, mais c'était compliqué un peu de suivre chacun des personnages. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce livre, il te remet à ta place et il te dit, mais toi, avant de juger les autres, regarde-toi toi-même. Ou encore, avant de penser à changer le monde, commence à te changer toi-même. En fait, c'est un livre qui parle pas forcément de religion, mais qui parle d'amour spirituel, d'un amour universel qui est au-delà des apparences et aussi de toutes les dogmes qu'on connaît. Et ce livre-là, il te montre avec l'histoire de Deyla que à 40 ans, une femme peut encore recommencer tout à zéro. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Je vais peut-être le racheter parce que je l'ai emprunté à la médiathèque, donc je l'ai rendu. Mais j'aimerais pouvoir le posséder, ce livre-là. Donc, je vais sûrement le racheter si j'arrive à le trouver en seconde main. Un très bon livre en tout cas. On passe ensuite au deuxième livre dont je te parle qui est Novecento Pianiste de Alessandro Baricco. Ce livre, c'est un monologue que tu peux lire comme une pièce de théâtre. En gros, dans Novecento Pianiste, c'est pas Novecento lui-même qui parle, mais son ami qui est un trompettiste. Je me suis trompée dans la précédente vidéo, j'ai dit un trompiste. Non, c'est un trompettiste qui parle de l'histoire de son ami Novecento, des souvenirs qu'il a avec lui quand ils étaient sur le bateau. En gros, Novecento, c'est un pianiste qui est né et qui a grandi sur un bateau. Et il est né sur le bateau et il a été abandonné par sa famille biologique. Donc, il a ensuite été recueilli par un marin et il va apprendre à jouer au piano, là où il va devenir une légende que tout le monde veut voir. Donc, les gens viennent carrément faire une traversée juste pour l'entendre, juste pour le voir jouer. Et ce que j'ai trouvé encore plus beau, c'est que Novecento, il découvre le monde, mais à travers les passagers du bateau, à travers leur histoire, à travers la musique qu'ils lui transmettent, parce qu'il n'est jamais descendu du bateau, depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il ait un peu plus de 30 ans. Et le cœur même du livre, c'est son choix qu'il fait. Le fait de ne pas vouloir descendre du bateau. Parce que pour lui, la terre, c'est beaucoup trop vaste. C'est beaucoup trop infini. Donc, il préfère rester sur son bateau dans un lieu qu'il connaît très bien. Avec son piano de 88 touches. Et comme par hasard, ce livre aussi, c'est un livre de 88 pages. Je viens de vérifier. Donc, on a ce paradoxe-là. Novecento, il vit dans un endroit qui est hyper limité, mais c'est l'endroit qu'il maîtrise le plus et donc c'est l'endroit où il se sent le plus chez lui. J'ai beaucoup adoré le style de ce livre-là, de cet auteur, et ce qui fait que je vais potentiellement lire un autre livre de Alessandro Baricco. C'est un style vraiment très oral, vraiment très fluide à lire. Et l'auteur lui-même, il recommande de lire ce livre à voix haute, ce qui donne encore plus de valeur à ce style très oral. Et le livre tout entier est une métaphore. Ça, c'est ce qui a fait que je suis un peu mitigée sur ma lecture parce que j'ai donné une note de 3 étoiles sur 5 à ce livre à cause des métaphores, dans le sens où j'ai pas compris totalement toutes les métaphores qui étaient données. J'ai dû revenir, pour un livre qui est court, j'ai dû revenir souvent sur certains passages pour comprendre ce que l'auteur voulait dire exactement par là. Du coup, si tu es quelqu'un qui aime les histoires où tout est très explicite, où tout est très clair, très bien expliqué, ça peut être un peu frustrant pour toi. Mais si tu aimes un livre qui te laisse réfléchir, je pense que tu seras servi avec Novecento Pianiste. Novecento Pianiste, c'est pas forcément mon livre préféré de ce mois, surtout que je lui ai donné une note de 3 sur 5, mais c'est un livre qui m'a marqué. C'est un livre qui m'a fait comprendre, surtout pour moi qui ai du mal à sortir de ma zone de confort. Je préfère rester très souvent dans ce que je maîtrise déjà. Et il a été un peu une sorte de rappel pour moi du fait que je devais souvent sortir de cette zone de confort, souvent sortir de ce que je maîtrise, même si ça peut être inconfortable au début, peut-être que ça sera meilleur par la suite. Dans ce livre, les thèmes abordés sont l'enfermement, la peur de l'infini, l'identité liée à un lieu, à une routine, et aussi le fait que Novecento ici, il utilise l'art, donc la musique, comme un refuge, comme une façon de vivre le monde, mais sans y être vraiment. Tout au long du livre, il y a une tension qui est là, c'est qu'on se demande, mais est-ce qu'il va finir par descendre? Même quand, après la guerre, le bateau sera condamné à être démoli, est-ce que Novecento va finalement descendre ou bien décider de se faire couler avec son bateau? Parce que dans le bateau, ils vont mettre des dynamites pour faire exploser le bateau, vu qu'il ne sert plus à rien. Donc on se demande, mais est-ce que Novecento va finalement décider de quitter le bateau un jour? Le troisième livre dont je te parle, c'est Depuis aux hommes de Mohamed Mbougar Sarr. C'est une histoire qui commence avec une vidéo virale au Sénégal où on voit une foule déterrer le corps d'un gars juste parce qu'il est soupçonné d'être au... Donc on se dit qu'il n'a pas le droit de reposer dans un cimetière musulman. À partir de là, tout le roman tourne autour d'une seule question, mais qui décide de ce qui est pur
ou impur et qui décide de ce qu'est un vrai homme. On va alors suivre Ndéné, qui est un professeur de littérature à Dakar, qui assiste à tout de façon impuissante et qui commence à remettre en question sa place dans cette société, ses convictions et même son silence à lui. Dans ce roman, il n'y a vraiment aucun personnage qui est développé, ce qui peut être un peu frustrant quand on s'attend à voir un roman avec des personnages développés, bien sûr. Mais je pense que c'est très bien fait, c'est voulu, parce que pour moi, l'auteur, il voulait qu'on se concentre beaucoup plus sur les réflexions qui sont faites. Il voulait qu'on se remette nous-mêmes en question. Par contre, j'ai vu passer une revue d'une personne qui est française, je crois, qui n'a pas vraiment apprécié les réflexions qui sont faites dans le livre, parce que c'était des réflexions plus ou moins sexistes. Mais en même temps, ce livre, il se passe au Sénégal. C'est pas pareil. La société au Sénégal n'est pas forcément la même que la société en France. La question de l'homophobie est un vrai sujet qui pose vraiment beaucoup de problèmes. Il ne fait que relater la réalité du pays dans lequel il se trouve. Et je trouve qu'il adopte une position qui est vraiment la meilleure des positions qu'il pouvait adopter. Parce qu'il ne parle pas pour juger, ni pour prendre position ou encore comme en tant qu'un militant. Mais il parle dans son roman, le narrateur du coup, parle dans son roman d'une façon où il se pose des questions lui-même, où il essaie de lui-même remettre en question tout ce qu'il a pu avoir comme croyance depuis son enfance jusqu'à maintenant. Donc ce livre-là, il te met face à toi-même et tu te demandes, mais pourquoi la phobie existe? Et même, qu'est-ce qui dérange le plus les gens? Est-ce que c'est l'acte en lui-même ou c'est juste le fait qu'il s'assume, il se montre, surtout au Sénégal? L'auteur montre alors un pays comme le Sénégal où le est un peu utilisé comme un bouc émissaire, parfait pour cacher les failles de cette société-là. À la fin du livre, tu ne ressors pas forcément avec des réponses, mais tu ressors avec beaucoup de doutes. En tout cas, si jamais c'est un Africain qui le lit, je pense que au regard d'un Européen, ça sera beaucoup différent. Donc, tu commences à réfléchir sur ce sujet, mais aussi à toi-même, à tes propres contradictions, à tes propres jugements et de ce besoin qu'on a souvent de désigner l'autre comme le fautif pour ne pas avoir nous-mêmes nos propres failles. Et ce livre-là, justement, je pense qu'il fait écho avec le premier livre dont je te parlais, donc avec Sophie Mon Amour. Par contre, ce que j'ai le moins aimé, c'est que pour un livre court, il paraît long. Dit comme ça, c'est bizarre, mais je m'explique. Dans le livre, on a un passage de plus de 5 pages où il décrit juste une danse. Après, j'ai compris un peu pourquoi il a utilisé autant de temps pour décrire cette danse-là, parce que c'était une danse qui était faite par un travesti avec une foule qui l'applaudissait. Mais on se demande, mais pourquoi cette foule applaudit un homme qui se déguise en femme alors que cette même foule-là condamne cet homme-là si jamais il dit ou il déclare qu'il est gay. Aussi, ce que j'ai pas aimé, c'est que dans ce livre, on a un style qui est beaucoup trop littéraire, avec beaucoup trop de grands discours qui peuvent par moments ralentit un peu l'histoire. Je trouve que c'est un roman qui n'est pas facile à lire vu qu'il ne se passe presque rien. On a juste cette tension énorme du pays qui est là tout au long du livre. Est-ce que c'est une lecture que je recommande ou pas? Oui, mais non. Si tu es quelqu'un qui n'a pas envie de te poser des questions, faut pas lire ce livre-là. Par contre, si tu es quelqu'un qui a envie de toi-même te remettre en question, te poser tes questions, si tu as envie d'un livre qui va un peu te faire revoir tes croyances et même l'acceptation que tu as des autres, je pense que c'est mieux de lire Sophie Mon Amour que ce livre-là, même si c'est un très bon livre aussi. Le dernier livre dont je te parle, c'est La fille de la supérette de Sayaka Murata. C'est mon premier livre de Sayaka Murata. J'ai déjà lu d'autres livres de la littérature japonaise, dont Tant que le café est encore chaud, dans toute la série. Non, 2 tomes sur 3. Et j'avais envie de lire d'autres choses de la littérature japonaise et j'ai lu La fille de la supérette de Sayaka Murata. Dans ce livre, on va suivre Keiko, qui est une femme de 36 ans et elle est caissière dans un combini, donc une supérette depuis plus de 18 ans. Donc, depuis l'ouverture de la supérette, elle travaille là-bas. Elle a donc un travail à temps partiel, elle est célibataire et c'est quelqu'un qui kiffe sa routine. Elle aime quand il y a des règles claires. Donc, un monde où elle excelle vraiment parce qu'elle connaît tout de ce monde-là. Elle aime donc sa routine de scanner des produits, de sourire aux clients, donc de suivre les règles à la lettre. Ça lui donne un cadre et un sens à sa vie. Mais pour le monde extérieur et même pour sa famille, elle est vue comme une anomalie parce que c'est pas normal. Toi, tu es une femme, tu as 36 ans, tu es célibataire et en plus, tu n'as même pas un travail, un CDI, tu as un travail à temps partiel. Donc, sa famille va essayer de tout faire pour la guérir, pour la soigner parce que apparemment elle est malade. Et puis ensuite, on a un autre de ses collègues qui arrive, Shiraya, qui se retrouve aussi dans la même situation qu'elle, pratiquement le même âge. Mais lui, c'est un homme qui est aussi célibataire et qui se fait toujours recaler par les femmes parce qu'il ne travaille pas. Et donc, ces 2 anomalies du système japonais, ils vont décider de se mettre ensemble juste pour faire taire leur entourage, juste pour faire taire les collègues, juste pour faire taire la famille. Mais on se dit, mais à
c'est fou de voir à quel point on arrive à un niveau où il faut simuler d'être en couple pour qu'on te laisse en paix. Mais l'homme en question, contrairement à Keiko, qui vit très bien sa solitude, qui aime sa vie de célibataire, lui, il ne supporte pas ça. Il ne supporte pas cette solitude, il ne supporte pas ce rejet. Le style du livre est vraiment très simple et ça rime beaucoup avec la routine que l'autrice, elle a. Si je me trompe pas, j'ai lu que l'autrice elle-même, elle a travaillé dans un supermarché et même après avoir écrit son livre, elle est restée encore longtemps à travailler dans ce supermarché-là qu'elle a fini par quitter et de se consacrer à l'écriture. Donc revenons au livre. Ce livre, j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau livre qui est un peu un livre doudou qui se retrouve à être une grosse critique du système très conformiste du Japon où on a le cadre parfait, mariage, carrière brillante, ambition, où on a vraiment des rôles très genrés et chacun doit être à sa place. Et si tu sors de ce moule-là, si tu sors de ce cadre-là, tu es une anomalie du système, une personne qu'il faut guérir. Le personnage principal de ce livre, Keiko, elle semble un peu neuroatypique, peut-être même autiste, on ne sait pas. Et elle trouve son bonheur justement dans cette routine que tout le monde semble mépriser. Ce que j'ai adoré, c'est que l'autrice garde vraiment cette douceur tout en critiquant quand même le système. Elle ne fait pas forcément de jugement trop lourd. Elle fait juste une observation très lucide qui fait vraiment réfléchir sur les normes sociales. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai adoré. Je lui ai mis la note de 4 étoiles sur 5. J'ai vraiment envie de lire d'autres œuvres de cette autrice-là. Si tu en as lu déjà un, n'hésite pas à me le recommander dans les commentaires. C'est tout pour ce point lecture. J'ai eu vraiment de très bonnes lectures ce mois de janvier et même pour ce début de février. Si c'est la première fois que tu me découvres ici, j'ai décidé de partager tout ce que je lis, tout ce que j'écoute, tout ce que je regarde aussi, donc de te partager tout ce que j'en ai pensé de ces œuvres-là, des réflexions que je peux tirer et même aussi d'avoir vos recommandations de vos œuvres qui vous ont marqué. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo.